Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro de LSA Direct, le 12e. Aujourd'hui, le médicament au centre de nos préoccupations et surtout de vos inquiétudes, des inquiétudes légitimes. Pour nous en parler, qui mieux qu'un expert du médicament? J'accueille sur ce plateau Mohamed Nibouche. Bonjour. Bonjour. Docteur, je rappelle que vous avez été patron de la pharmacie et des équipements au ministère de la Santé. Tiens, à ce propos, on vous nomme, on vous a remercié, on vous rappelle, on vous redonne votre liberté. C'est un rapport plutôt tumultueux avec cette institution. Écoutez, la vie est ainsi faite, mais il faut quand même restituer la vérité. Si je suis là aujourd'hui, d'abord je dois vous remercier de m'avoir invité, de me donner cette opportunité nouvelle d'apporter quelques éclairages de mon point de vue, mon humble point de vue sur la situation, je dirais, de la santé, puisque le médicament est un instrument important de la santé, de la situation économique du pays et des solutions qu'aujourd'hui le gouvernement et les institutions de l'État envisagent de mettre en place pour justement désengorger le pays, le faire sortir de la situation assez pénible, du mal que nous avons aussi, qu'est la rente, et le besoin de toujours avoir et de demander sans qu'il y ait les équilibres nécessaires au point de vue économique, surtout pour pouvoir répondre à cette demande nationale. Donc merci. Et pour répondre à votre question, c'est très simple. J'ai travaillé au ministère de la Santé. J'ai été très honoré d'être à ce niveau de la responsabilité. Donc j'avais des exigences en termes de responsable, ce qui n'est pas un honneur mais un devoir à accomplir parce qu'il est national à ce niveau-là. Et nous avons travaillé avec des ministres de la Santé, avec d'autres ministres, puisqu'il y avait une solidarité gouvernementale quant aux actions du programme gouvernemental, et nous avons pris les mesures qui se devaient d'être prises en ce temps-là, qui étaient des mesures assez perçues comme assez dures par certains. Qui ne sont pas passées. Non, elles sont passées obligatoirement parce que, ce que j'ai toujours dit, il faut toujours affirmer l'autorité de l'État. Et il faut toujours faire une différence entre l'autorité et l'autoritarisme, ce qui est à exclure. L'autorité de l'État s'affirme par le bon sens qu'on donne au jugement de situations qui nous sont exposées. Nous ne sommes pas là pour remettre des documents signés. Nous sommes là pour gérer des situations qui ont trait à des niveaux de responsabilité nationale pour le bien de tous les Algériens et bien sûr pour le bon développement du pays. Alors pourquoi ça a coincé à un moment donné? Ça a coincé en 2003 parce qu'il y a eu un changement de ministre. C'était la grande crise du 8e congrès du FNN. Où le ministre de la Santé avait démissionné. Et je me suis retrouvé avec un autre ministre qui était venu, qui avait d'autres, je dirais, prétentions et une autre vision de ce qu'est la responsabilité nationale et qui n'avait pas veillé au maintien de la mémoire du ministère et au maintien des compétences au sein du ministère de la Santé, de sorte à continuer. Depuis, plus récemment? Alors, plus récemment, c'est une autre problématique qui s'est posée à moi, puisque j'avais été installé par monsieur le ministre de la Santé. J'ai commencé à travailler, on pourra revenir par la suite sur la situation dramatique que j'avais trouvée au sein de ce département de la pharmacie. Et puis, surprise, votre habilitation a été refusée. Pourquoi? Parce que on dit que vous avez une proximité avec les laboratoires. J'avais une question à ce sujet-là, je pourrais vous la reposer. Oui. Alors maintenant, bon, écoutez, travailler, je suis pharmacien, je suis vous êtes enseignant aussi. Un académicien, et je travaille dans le secteur, c'est ma famille. Je
je travaille depuis longtemps. Bien évidemment que j'ai des relations et des proximités avec tous les acteurs. Le monde du médicament. Tous les acteurs. On y reviendra. On y reviendra. Dans l'actualité immédiate, c'est fait. L'ANPP. Oui. Bon, sous ce terme un peu compliqué, on va résoudre. L'agence du médicament passe sous tutelle du ministère de l'Industrie pharmaceutique. C'est acté. Pourquoi autant de tensions autour de cette opération? Moi, logiquement, j'aurais cru que c'était un passage banal, presque, normal. Pour moi, ce n'est pas c'est un non-événement. Parce que c'est le fait du gouvernement, le fait de l'État, de structurer des institutions. Nous étions, il y a quelques mois, je veux parler un peu au passé, dans une situation de déliquescence des institutions de l'État. Il faut réaffirmer l'autorité de l'État. Il faut structurer. La problématique que nous avons, c'est une déstructuration. Il faut aller à la structure, à la remise en place de l'autorité de l'État, à ce que la décision soit structurée. Un président de la République dont la mission est justement de régler toutes ces problématiques-là et de mettre sur rail le monde du travail, le monde de l'économie, et de veiller à la préservation de la dignité des citoyens, en termes, toujours dans la santé, d'accès aux soins, d'accès aux médicaments, etc. Et que tout d'un coup, il y a des personnes qui s'opposent à l'affirmation de l'autorité du premier magistrat du pays dans son choix de désigner un ministre de l'industrie, lequel le choix de l'industrie pharmaceutique, lequel le choix est juste pour l'avenir de ce secteur, et qui est, de mon point de vue, incontestable. Et ce choix-là doit être justement encadré par les bonnes intentions de notre pays pour mener justement à terme cette mission de structuration de ce tissu industriel qui est l'industrie du médicament. Mais je voudrais quand même apporter une réponse à ceux qui disaient conflit d'intérêts, et puis c'est un ministère de l'Industrie qui doit s'occuper de la politique du médicament. Attendez, créer tout un ministère avec une flopée d'experts et donc aller puiser dans le budget de l'État de l'argent pour payer des personnes à ne rien faire, qu'à penser à ce qu'est la politique de l'industrie pharmaceutique. Attendez, nous sommes passés par là, je sais très bien de quoi je parle. Néanmoins, l'industrie pharmaceutique s'occupe du médicament depuis sa création jusqu'au dernier maillon de la chaîne qui est le patient. La prétention de l'Algérie n'est pas de mettre en production ou en conditionnement, ce qui se fait aussi toujours malheureusement en Algérie, des médicaments dont on importe pratiquement plus de 50% des intrants, pour dire nous produisons. La prétention de l'Algérie est une prétention qui permettra à tous les acteurs et à toutes les intelligences et compétences de l'Algérie d'aller à la recherche au niveau universitaire, au niveau bien sûr, des laboratoires. À l'université, aller à ces laboratoires qui doivent mettre en place des contrats avec ces universités, financer la recherche en Algérie, si on veut que demain la biotechnologie soit une biotechnologie de naissance algérienne. Nous allons, docteur, aborder cet aspect, mais déjà à ce niveau-là, si j'ai bien compris vos propos, il y a eu des résistances à ce passage. Donc, qui ne sont pas justifiées. Qui ne sont pas justifiées. On peut donc en déduire quelque part que les lobbies du médicament, ce n'est pas un fantasme. Non, c'est une triste réalité, parce qu'on a perverti ce qu'est le lobby dans tous les pays du monde. Moi je dis ça, vous savez pourquoi je dis ça, docteur? Je dis ça parce que j'ai en mémoire une de vos déclarations. C'était en octobre 2019. Vous aviez reconnu le poids des lobbies dans le ralentissement, par exemple, de Saïdal. Notamment sur le dossier de la fabrication de l'insuline. Et à cette époque, vous aviez dit ceci, je vous cite:
le devoir m'interdit de dire un certain nombre de choses de manière directe sur cette affaire. Alors aujourd'hui, vous pouvez parler ? Écoutez, bon, j'avais ouvert une parenthèse sur le conflit d'intérêts. De toute façon, on n'est pas loin de ça. On est vraiment à la lisière. Oui, exactement. Dans cette affaire d'abord d'ANPP, hein, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Oui, dans le juste transfert vers l'industrie pharmaceutique est à saluer. De toute façon, je l'ai dit, mais le conflit d'intérêts qui a été annoncé et énoncé sans explication est incompréhensible en soi. Pourquoi ? Nous sommes dans un gouvernement, qu'elle soit au niveau de la santé ou au niveau de l'industrie pharmaceutique, nous sommes dans le même gouvernement. Je ne pense pas que le gouvernement lui-même puisse être à l'origine de conflits d'intérêts, etc. Bien évidemment, le conflit est ailleurs. Et l'intérêt de cela, c'est que c'est un intérêt national. Le fait qu'elle soit mise entre les mains d'un ministère qui soit compétent pour mettre en place une politique pharmaceutique, c'est la chose qu'il fallait faire. Après, bien sûr, les intérêts de chacun sont bien compris, et c'est comme ça qu'on arrive au lobby. Il y a la question de la compréhension positive de ce qu'est un lobby. En termes de définition, c'est intervenir, etc., pour faciliter un certain nombre de choses ou faire intervenir des experts. Citons l'exemple anglo-saxon sur le lobby. Par exemple, ils sont installés, publiquement présents, affichés même, je pense au Congrès américain par exemple, où les lobbies sont là et agissent. Alors l'intelligence, est-ce que ça ne serait pas justement d'avoir un rapport enfin clarifié avec les lobbies, entre autres les lobbies du médicament ? Attendez, oui, mais est-ce qu'on parle de lobby de l'argent ? À vous de me le dire. Ou lobby des affaires, oui, mais c'est là, c'est à ce niveau-là que je voulais arriver. Le lobby est très négatif, ce qu'on appelle le lobby. Hein. Mais moi, je pense que c'est des interventions pour préserver des intérêts qui existent depuis longtemps. Je suis connu pour dire les choses de la manière la plus claire parce qu'il appartient. Et vous êtes là pour ça, d'ailleurs. Je suis là pour ça, et c'est le droit de chacun, de tout un chacun, de savoir ce qui se passe réellement. Il y a une chape d'un certain pouvoir qui a été mise en place, construite, et qui veillait à ce que certain nombre d'intérêts soient préservés. Intérêts d'affaires, ce ne sont pas des intérêts de promotion de l'industrie pharmaceutique, etc. Preuve en est, en 2020, nous parlons encore de conditionnement en Algérie. J'entends qu'une grande multinationale va fabriquer de l'insuline en Algérie. Ah, l'innovation. Mais l'insuline est fabriquée en Algérie par Saïdal depuis 2003. Le projet signé par M. Ali Aoun, et qui a fabriqué de l'insuline en partenariat avec une compagnie multinationale française, en full process, à partir des cristaux jusqu'à l'aboutissement du produit fini. Ce projet a été remis en question pour mettre un frein à la production et au développement de la production locale et algérienne vers des produits d'une nouvelle technologie, parce que ce site-là était appelé à évoluer. Et Saïdal devait aller vers la production d'insuline nouvelle de biotechnologie sur ce même site. Bloqué pour donner quoi ? Donner l'avantage à l'importation. Et le président Tebboune, encore une fois, la seconde en un mois, a insisté, et il a insisté même lourdement sur la relance de Saïdal, parce que là, on est au centre de... Mais Saïdal a été la victime de ce qu'on appelle aujourd'hui... Il adressait un message à qui en insistant aussi lourdement sur Saïdal ? À ces lobbies-là ? Mais bien sûr. Mais écoutez, Saïdal a été la victime, la pauvre victime, qui n'a pas été soutenue ni défendue par ceux qui en avaient le pouvoir. Disons-le tout net, docteur, on a voulu casser du Saïdal. On a voulu casser le projet Algérie. C'est encore plus... On a voulu casser le projet Algérie. C'est très simple, je vous le dis en 2 mots.
c'est freiner l'élan de la production locale. L'élan du développement du médicament en Algérie, quand je dis développement, c'est à partir de la recherche, de la synthèse des molécules, etc., jusqu'à l'aboutissement du produit fini. On a cassé l'élan vers l'indépendance de ce secteur et son ouverture sur d'autres marchés internationaux. L'Algérie, je vous dis, est une région géographique très intéressante pour les échanges. Il y a des ports, il y a une mer, et nous avons les moyens d'accéder aussi à l'Afrique et au Moyen-Orient. Nous nous retrouvons aujourd'hui à nous entendre dire « Ah, pour l'insuline, je vais fabriquer un stylo ». Mais attendez, vous fabriquez le produit chez vous, vous le ramenez en Algérie pour le mettre en conditionnement, stylo, oui. En conditionnement secondaire, et vous me dites c'est la première étape, le même discours qu'il y a 40 ans. Nous sommes encore à ce débat-là. Enfin, c'est pire. Là, il y a régression, puisque Saïdal a été installé, absolument. a travaillé. Mais je vais revenir à Saïdal, mais ce point, parce qu'il est très important. L'affirmation de l'autorité de l'État, c'est l'imposition de ses choix, qui soient des choix économiques, de politique économique, car l'État va donner les moyens. Le président de la République a décidé qu'il allait donner les moyens à ceux qui devaient investir. Maintenant, le niveau de l'investissement doit être, je dirais, décidé par les instances qui en ont l'expertise. Je veux dire, je n'accepte plus le conditionnement. Je n'accepte plus que les prémix, qui sont des poudres pré-mélangées par ailleurs, viennent en Algérie pour être comprimés et dire « je fabrique des médicaments ». Oui. Mais qui veut-on leurrer dans tout ça? Quand je dis une chape a été posée, ça veut dire qu'on a la même mise sur un secteur économique en développement, et c'est ce qui a freiné Saïdal. Je vous dis ce que j'ai trouvé, ce que j'ai découvert. Que des dossiers étaient à l'enregistrement de la production locale depuis 3 années, au moins, que les lots de production locale pour l'enregistrement et pour l'expertise ont été fabriqués, que la durée de lot de production locale est réglementairement parlant de 24 mois, vous comprenez tout de suite par un simple petit calcul arithmétique qui sont périmés. C'est ce qu'a déclaré en ces termes, ici même, à votre place, le ministre de l'Industrie pharmaceutique, oui. M. Ben Ahmed. Oui. Des fabrications locales, des process de fabrication locale qu'il a retrouvés dans des fonds de tiroir. Oui, enfin, au fond de tiroir, je dirais sur ces fonds de tiroir, il y avait d'autres dossiers. Donc il fallait vraiment les trouver. Ils ont été trouvés, et moi je considère que c'est un crime économique. C'est un crime économique, c'est... je veux dire, la SABA dont on parle est une réalité. Qu'on ne pense pas que c'est terminé cette histoire, parce que c'est une longue bataille pour aller justement au démantèlement de ce système qui a été mis en place et qui a pris en otage un secteur économique très fort qui aurait pu nous permettre depuis au moins de 2000 à aujourd'hui en 20 ans de mettre en place un secteur économique extrêmement fort. Je retiens, docteur, qu'on a voulu casser le projet Algérie, on a voulu casser Saïdal. On l'a brisé. On l'a brisé. Hein. On a voulu vous casser aussi à un moment donné, si je ne m'abuse. Un syndicat vous a publiquement, vous en parliez tout à l'heure, reproché votre collaboration avec des multinationales du médicament. Vous avez assumé publiquement aussi, affirmant avoir travaillé en toute transparence dans des entreprises de droit algérien. Avec du recul aujourd'hui, comment peut-on gérer ce rapport en même temps être dans l'administration et en même temps avec des entreprises étrangères? Écoutez, la volonté de me casser, moi j'ai une grosse carapace, ça je peux le dire. Où que je serai, je défendrai la cause nationale, avec mes propres convictions de patriote que je suis. Et ce n'est pas le verbiage et les effets d'annonce d'un certain nombre de confrères
qui va me freiner, m'arrêter dans la défense de la cause juste de l'Algérie. Nous défendons aujourd'hui un projet très important de l'Algérie pour sortir justement de ce piège de la rente qui nous retient depuis près de 60 ans. Et nous voulons aussi mettre tout le monde au travail. Mettre tout le monde au travail veut dire former des jeunes. C'est l'objectif que j'avais. Vous savez, je comprends que l'on ne veuille pas qu'une personne alerte, qui connaît le secteur sur toutes ses coutures, que ce soit sur les deux versants, je dirais, de la montagne du secteur pharmaceutique. Je le connais parfaitement et j'ai l'habitude de dire que quand il respire ce secteur, je sais de quel mal il souffre. Et le fait de me casser, non. Lorsque un compétent est parti, un autre compétent viendra. La précision qui est importante à apporter, c'est que quand on dit oui, il est ceci, il est cela, celui que l'on place aux responsabilités, quand même, il faut faire la séparation entre le savoir et la compétence. La compétence s'acquiert d'une longue expérience de travail et le manager, ou la compétence managériale dont je parle, celui qui a cette fonction-là doit être doté du bon sens, de sorte à préserver les intérêts des uns et des autres. Il n'est pas interdit de faire business en Algérie, bien au contraire. Il n'est pas interdit de faire du profit. Quand on vient vous dire, vous, directeur, monsieur, attention, ce dossier, celui-là, il a ceci, il a cela, il a telle entreprise. Et alors, c'est très bien pour l'Algérie. Mais ces droits dans ce dossier, il y accède? Oui. Donnez-moi, je signe. S'il accède aux droits, s'il est inscrit dans la réglementation. Mais c'est évident. Quand vous avez les arguments à opposer à ceux qui n'en ont pas, parce que vous constituez un frein au pompage des richesses de l'Algérie à leur transfert vers l'étranger. Entre autres, docteur, entre autres moyens de casser ces freins que nous avons cités depuis tout à l'heure, que vous avez cités depuis tout à l'heure, il y a cette ambition clairement affichée ici même, à votre place, par le ministre Ben Bahmed en charge de l'industrie pharmaceutique, de couvrir 70% des besoins locaux et de devenir à terme un hub, vous en parliez aussi tout à l'heure, un hub sur l'Afrique, afin d'y commercialiser nos médicaments. Comment vous évaluez cette politique qui est là, posée sur la table par ce ministre? Ah oui, c'est la question de fabriquer en Algérie 70% de la demande. De mon point de vue, est un objectif à atteindre absolument. Mais il reste insuffisant. Pourquoi? Parce que dans les enjeux économiques, 70% c'est acheter, fabriquer pour consommer. Moi, je ne veux pas que ça. Et d'ailleurs, le ministre en est bien conscient, le ministre de l'Industrie pharmaceutique, et il a tout à fait raison de dire « je vais vers l'externalisation du marché algérien ». Notre économie doit être, ou notre système industriel pharmaceutique doit être un système performant à l'extérieur. Nous sommes conscients que ce marché-là est à acquérir, est à conquérir. Nous avons une diplomatie. Ça ne suffira pas parce qu'il faut développer aussi la qualité et l'efficacité du produit en Algérie. N'oubliez pas que la boîte algérienne qui est sur les marchés internationaux véhicule notre image. Véhicule notre image et pour pouvoir la vendre, il faut aller défendre un grade de qualité important. Et c'est pour ça que l'agence, pour y revenir, nationale des produits pharmaceutiques, est sous l'autorité, je dirais, de la tutelle du ministre de la Santé, parce que dans une de ses missions, c'est la normalisation.
Elle est en charge de la qualité, elle est en charge de la sécurité du produit, pas que du médicament, le produit pharmaceutique, et les devices qu'on appelle les consommables, etc. Là, je vais parler sous votre autorité, sous le contrôle de votre Bien autorité. Je ne veux pas dire de bêtises. Une industrie du médicament, c'est exaltant, mais je me suis laissé dire qu'un des éléments fondamentaux pour cette industrie, c'est les principes actifs. On en est où avec cette question? Ah, c'est le nœud de la guerre. Dites-moi plus, s'il vous plaît. C'est le nœud de la guerre. Écoutez, si on veut aller vers, j'allais dire une autonomie, qu'on veut aller vers l'industrialisation et la production en Algérie, il est clair que importer les principes actifs, c'est bien. Ça nous permet de faire ce qu'on appelle du full manufacturing, process complet, à partir de la matière première. Il faut créer des partenariats et une diversification des approvisionnements à l'international, de sorte à ne pas tomber sur le piège de « ah, il n'y a plus Covid, etc., de matières premières, etc. » On ne peut plus en ramener, néanmoins, situation exceptionnelle. Voilà. Mais néanmoins, nous n'allons pas tout faire, vouloir tout faire en Algérie. Je pense qu'il faut, dans ce cadre-là, aller vers ce qui nous permettra d'avoir une souveraineté. Le ministre de l'industrie pharmaceutique parle de souveraineté sanitaire. Moi, je dirais pharmaceutique, qui est la souveraineté économique, qui est le moyen de fabriquer soi-même ce que les matières premières qui vont nous permettre de produire nos médicaments de demain. Il y a des choix à faire. Les choix, ce sont ceux de la technologie de demain. Je parle de technologie industrielle, je pourrais parler aussi de technologie de la santé, parce que les deux doivent se rejoindre. Mais sur la technologie industrielle, les choix doivent être faits sur les technologies de demain. Suffit maintenant l'histoire de la production des principes actifs à base de chimie et tout, c'est important, mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, la réflexion pour mettre en place un système économique pérenne, c'est d'aller vers la biotech et vers les technologies de soins de demain, parce que j'aspire aussi à ce que mon pays fasse le choix de construire des équipements médicaux aussi. Ça, c'est un autre volet, c'est très important. C'est un tout autre volet. Mais je retiens, docteur, que je reprends. Allez, je vais vous emprunter le mot. La guerre, un hub algérien sur l'Afrique, ça ne va pas plaire ni ici, ni ailleurs. Non, le hub en Algérie ne plaira pas à ceux qui veulent, je dirais, enterrer l'économie et le projet Algérie de demain, le projet de l'Algérie nouvelle. Ceux qui veulent l'enterrer, oui, ça ne leur plaît pas. Je vous disais tout à l'heure, l'Algérie, c'est une position géographique extrêmement importante pour nous, et c'est cette position-là qui donne l'idée du hub. Nous sommes un pays, le plus grand pays en surface d'Afrique, et nous sommes le plus grand pays en termes de prétention à prendre des parts de marché. Dans une interview que j'avais accordée à un de vos confrères, il n'y a pas longtemps, je disais, mon aspiration est que nous soyons au moins le deuxième plus grand pays producteur et dispensateur de solutions thérapeutiques dans la zone MENA. Ah, carrément. Moi, je vais directement... L'ambition est plus large. Mais bien sûr, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que non seulement j'y crois, mais je suis certain que nous pouvons y arriver. La question de la concurrence ne doit pas se poser en termes de « un tel me dit, vous ne venez pas, c'est celui-là qui vient, etc. » Non, la concurrence doit être interne dans l'investissement et dans le choix de l'investissement qui sera porteur d'une économie qui sera efficace et extériorisée. Demain, quand je vous dis nous serons sur la région MENA, nous serons sur la région MENA. Il faut trouver, non pas les moyens, il faut trouver les compétences. Et ces compétences, ce sont les compétences jeunes d'aujourd'hui qu'il faut former, auxquelles il faut insuffler cette volonté, cette croyance
de vouloir faire des choses et de les faire telles qu'ils soient. Sur cette note ambitieuse et pleine d'espoir, nous arrivons presque à la fin de cette émission, mais il est impossible de terminer sans aborder la question de la pandémie Covid-19. Tous les jours, il y a ce décompte stressant, anxiogène, nombre de personnes contaminées, hospitalisées, décédées, guéries. Le 20 avril dernier, vous affirmiez, et là encore je vous cite, le traitement à la chloroquine a démontré sa parfaite efficacité. Alors, docteur Nibouche, vous le rediriez avec les mêmes mots aujourd'hui, 4 mois après? Bien sûr. Je suis scientifique. Même si le pape de la chloroquine en France, le professeur Raoult, est un peu sur la corde raide par rapport à l'efficacité de la chloroquine. Il est hésitant. Mais écoutez, nous avons nos experts. Nos experts ont mis en place un schéma thérapeutique. Ceux qui savent, ce sont les scientifiques du domaine. Et dans ce schéma thérapeutique, la chloroquine est en bonne place avec un antibiotique. Et il y a aussi d'autres thérapeutiques antivirales qui y sont. Comment expliquez-vous que le lendemain de la mise en place de ce schéma thérapeutique, le nombre d'hospitalisés en réanimation a diminué? Reprenez les statistiques et la courbe des patients et de la fréquentation des services hospitaliers et vous verrez de vous-même que ça a diminué. Là, ce sont des faits. Ce n'est pas le fait du hasard. Non, c'est des données palpables et chiffrées. Soyons scientifiques, prenons les éléments, étudions-les. Maintenant, ce que je dis dans le cadre de la Covid-19. Personnellement, l'annonce des chiffres est importante. C'est bien. C'est de la communication pour dire aux gens, nous sommes sur une courbe descendante. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est que nous devons absolument apprendre de cette pandémie. Parce que ses conséquences sont dramatiques pour l'Algérie et pour le monde, sur le plan économique, sur le plan du travail. Et sur le long terme. Et sur le long terme. On ne sait pas encore comment elle va être au 4e trimestre de l'année, avec la résurgence de la grippe, etc. Et on ne sait pas quelles dépenses nous allons encore faire pour couvrir les nouveaux besoins qui pourront être liés à une nouvelle situation épidémiologique. Mais l'étude profonde de ce qui s'est passé, en termes de dire quelles sont les catégories qui ont été réellement touchées de la population, quelle a été notre perte en rentabilité nationale, qu'est-ce que nous avons perdu comme décès? Ce ne sont pas des décès que des décès. Ça coûte quoi à l'Algérie en termes de rentabilité, ce coût-là? À l'avenir, ces personnes travaillaient, ces personnes produisaient. Économiquement, ça nous revient à quoi? Quelles sont les solutions à apporter et quel est le système de défense que nous mettrions en place, qui est un système obligatoirement gouvernemental, parce que c'est lui qui en a la charge et la responsabilité à mettre en place pour nous défendre à l'avenir contre une nouvelle pandémie qui pourrait venir surgir, à n'importe quel moment. Et là, c'est du travail qui doit être fait par nos experts et du travail qui doit être fait à court terme. Parce que les analystes ont leurs données locales, algériennes, ils doivent les publier et les remettre au président de la République, qui va demain charger certainement d'autres personnalités à même de donner des projections en termes de prise en charge ou de création d'institutions ou je ne sais pas quoi, pour justement permettre une excellente prise en charge, une excellente défense de notre territoire face à ces menaces. À court terme, je gère le temps. Oui. Je suis obligé d'avoir un œil ici et l'autre sur la montre. Docteur Mohamed Nibouche, merci. Merci de nous avoir accompagnés dans ce 12e numéro de LSA Direct. Ah oui, j'allais oublier. Merci et félicitations. Félicitations parce que mon petit doigt me dit que vous êtes un supporter, un fan invétéré du Chabab de Belouizdad, club de foot prestigieux de la capitale. 8e titre de champion. De quoi donner la migraine aux clubs et supporters des équipes adverses. Mais je suis sûr que le pharmacien que vous êtes saura leur administrer la bonne médication. Je voudrais quand même, en vous remerciant renouvelant mes remerciements quant à votre invitation
Et à ce débat qui est malheureusement très court, mais fort intéressant, vous reposez la même question. Et vous retournez votre question, de quel club êtes-vous? Je vous avoue que je suis amateur de... je vais vous répondre très franchement et très directement et de manière très courte parce que mon réalisateur est en train de s'arracher les cheveux. J'adore le foot. J'ai commencé ma carrière de journaliste en tant que reporter sportif dans les années 80, mais je n'arrive pas à avoir un cœur complètement ancré dans un club particulièrement. Et puis de toutes les manières, je suis journaliste et je n'ai pas le droit de me prononcer moi pour un club. Voilà. Je vous remercie beaucoup, docteur Mohamed Dibouch. Et puis de toute manière, l'actualité nous commandera peut-être moi, ça sera un plaisir de vous retrouver en fonction des développements de l'actualité du médicament et de l'industrie pharmaceutique. À votre disposition, merci. Amis téléspectatrices et téléspectateurs, merci. Merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir accompagnés dans ce 12e numéro de LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je rappelle le rendez-vous. Notez bien. LSA Direct, c'est tous les dimanches à 10h tapante. Et si c'est avec les mesures barrières et les règles de distanciation sociale, eh bien, ce sera encore mieux.